Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous du nouveau numéro du magazine Sillage avec ce mois-ci de l'action, du sport et de la musique. Mais tout de suite, place à votre sommaire. Depuis un an, des dizaines de bâtiments de la Marine nationale quadrillent la mer Adriatique. Une équipe de SAVR a suivi pour vous une mission Sharp Guard. Les tapes de bouche, ce sont des objets propres à la marine que tout bon marin se doit de posséder. Découverte de ces insignes très répandus, mais aussi peu connus. Depuis 14 ans qu'elle existe, la fête de la musique suscite toujours autant d'engouement, avec en apothéose un concert exceptionnel sur le porte-avions Foch. Dès la fin 91, l'ONU a décrété un embargo sur les territoires de l'ex-Yougoslavie. Depuis, avisos et frégates se relèvent dans le sud de l'Adriatique pour faire appliquer, entre autres, les résolutions 801 et 713. Durant une semaine, une équipe du SAVR a suivi l'équipage du 1er Mettler et son détachement de commando en pleine mission Sharp Guard. Alors, si vous voulez tout savoir sur ces visites d'embargo, reportage. Un dimanche 1er mai dans le sud de l'Adriatique. Ici, pas question de respecter la sacro-sainte trêve des travailleurs. Il est 21h. L'ordre vient d'être donné de visiter un cargo croisant au large des côtes albanaises. Sur les Zodiacs, les visages sont concentrés. Pourtant, qu'ils soient commando marine ou équipage sur le 1er Mettler, les hommes n'en sont pas leur première mission. Mais eux connaissent l'importance de ces visites. Ils savent que l'action de paix en Bosnie n'est pas seulement l'œuvre des casques bleus opérant à terre. Elle concerne aussi les marins. Depuis un an, une vingtaine de bateaux de guerre occidentaux quadrillent en permanence l'Adriatique. La mission Sharp Guard, que l'on pourrait traduire par garde vigilante ou haute surveillance, a pour but de faire respecter les résolutions de l'ONU sur l'embargo à l'encontre de l'ex-Yougoslavie. Son originalité pour les différentes marines, et notamment la Marine nationale, vient du fait qu'elle s'effectue sous le double exclusif commandement de l'OTAN et de l'UEO, l'Union de l'Europe de l'Ouest, la seule organisation proprement européenne compétente en matière de défense. Nous sommes donc avec le 1er Mettler depuis une vingtaine de jours dans le sud de l'Adriatique, en zone 30 exactement, dans le cadre de cette mission Sharp Guard. La mission Sharp Guard, c'est une mission qui a été décidée suite aux différents éléments donnés par l'OTAN d'une part, puis l'UEO d'autre part, de façon à ce que contrôle l'ensemble des bâtiments qui sont susceptibles de ramener du matériel ou d'en récupérer le long des côtes de Yougoslavie. Ce matériel, ce sont les armes et le pétrole pouvant se trouver à bord des bâtiments localisés. Alors, pour savoir à quelle sorte de client on a affaire, on cherche à l'identifier, parfois à l'aide d'un support aérien. C'est le challenge. Alors, le challenge, c'est donc l'interrogation d'un bâtiment par la VHF, un bâtiment dont nous ne connaissons pas la présence sur zone et nous devons donc l'interroger, savoir son nom, son pavillon, la compagnie et les raisons qui motivent son transit dans cette zone de l'Adriatique. Good morning, sir. This is Watchman 7902. Can you spell your vessel's name, please? Suvorski, Sierra, Oscar, Romeo, Mike, Oscar, Victor, Sierra, Kilo, Yankee, Suvorski. La deuxième partie, c'est le boarding. Une fois que quand nous avons fait un challenge, nous rendons compte au chef de la task force qui lui nous donne l'ordre d'ensuite d'aller visiter le bâtiment ou de ne pas le visiter. Cette partie s'appelle donc le boarding. Et à ce moment-là, nous demanderons au bâtiment de stopper et nous lui annonçons que nous allons le visiter. Une fois les deux Zodiacs à l'eau, nous poussons ensemble vers le bâtiment visité. Un premier Zodiac s'approche de la partie du château arrière du bâtiment pour surveiller et pour contrôler qu'il n'y ait personne à l'extérieur qui puisse nous menacer. Une fois ce contrôle fait, la première équipe monte à bord, s'assure que sur le bateau tout est clair et on fait monter la deuxième équipe. Ensuite, nous avons comme système à bord du 1er Mettler, une fois que toute l'équipe de visite est à bord, d'envoyer deux équipes immédiatement contrôler le personnel qui a été rassemblé au préalable dans le mess room, le carré ou la cafétéria, et trois autres équipes qui montent directement à la passerelle. Une fois à la passerelle, nous vérifions les papiers du bâtiment, nous vérifions la liste d'équipage, nous faisons un contrôle de passeport et ensuite un contrôle des papiers de la cargaison. Une fois ce contrôle fait, et si on n'a rien trouvé d'imparfait,
nous faisons quand même un contrôle de la cargaison. Alors ce contrôle de la cargaison peut être relativement court ou relativement long, selon qu'on a affaire à un porte-conteneur ou à des bâtiments qui transportent en vrac du ciment. Une fois ce contrôle fait, nous prévenons l'autorité qui est à bord du premier terre, qui décidera de la classification du bâtiment, s'il peut continuer sa route ou si on le déroute sur un port italien. Une fois cette classification obtenue, on redescend à bord des Zodiacs, nous repoussons vers le premier terre. L'équipe de visite est mixte, c'est-à-dire composée pour moitié de l'équipage de l'Aviso et de commando marine. Spécialistes en matière d'antiterrorisme maritime, les 6 hommes du commando de Pinfintegno, dans le cas présent, sont là en cas de coup dur. Mais leur rôle est généralement plus défensif, assurer la sécurité de leurs coéquipiers à bord des bâtiments contrôlés. Ok, tout sur l'avant. Ok. En ce qui concerne l'armement et les munitions, qu'est-ce que vous avez exactement à bord ici? Alors on a 2 FAMAS. On a 2 Smith & Wesson 3000, fusil à pompe, riot gun. On a un Smith & Wesson, plus pour nous pour cette mission, parce qu'on a un groupe qui travaille sur le CTM, nous avons un peu d'armement particulier. Pour ce type de mission, vous êtes en quel état de... vous avez des consignes de sécurité particulières? Oui, nous travaillons tout le temps en arme rouge. C'est-à-dire approvisionné, sûreté à poste. Le fait d'être armé est important pour nous, pas pour menacer l'équipage du bâtiment, mais uniquement en cas de légitime défense. On ne sait jamais ce qui peut arriver. A priori, dans des zones comme la zone O30 ou même dans l'océan Indien, les bâtiments de commerce ont désormais l'habitude de voir des équipes de visite et sont totalement coopératives. Mais on ne peut pas exclure le fait d'un problème, c'est pour ça que l'on est armé. La symbolique est une discipline répandue dans le domaine militaire. Les objets les plus célèbres sont les fanions et les enseignes des différentes unités. Dans la marine, rares sont ceux qui connaissent les tapes de bouche et pourtant, il est de tradition pour tout marin de conserver un souvenir de ces différentes affectations. Certains même les collectionnent et c'est le cas du lieutenant de vaisseau d'Autriche qui en possède un grand nombre et qui nous emmène à la découverte de ces insignes que l'on appelle aussi tampons. L'occasion également de découvrir que les tapes de bouche se fabriquent de façon artisanale. Il est certaines personnes pour lesquelles se rendre à son travail, tous les matins, est synonyme de plaisir. Jean-Pierre d'Autriche, lieutenant de vaisseau dans la Marine nationale, est de celle-ci. Collectionneur, passionné, sa joie quotidienne consiste à retrouver toutes les tapes de bouche accrochées au mur de son bureau. Une sacrée collection, puisqu'il en possède pas moins de 420 pour le moment. Alors, les visiteurs de notre service, pour eux, c'est l'étonnement et la surprise quand ils découvrent ça, parce qu'ils ne connaissent pas. Alors il faut leur expliquer ce que c'est que la table de bouche, etc. Pour l'historique, a priori, la table de bouche, c'était le bouchon du canon. On mettait ça au bout du canon et ça bouchait le canon. Et je crois qu'après, lorsque les bateaux avaient été armés de grands canons pour décorer, on a commencé à mettre une décoration et c'est devenu l'insigne du bateau. Une double fonction donc pour la table de bouche, que l'on appelle aussi tapon ou encore tampon. C'est au XVIIIe siècle que ces objets apparaissent. Ce sont alors de simples plaques de liège qui servent à empêcher que l'eau ne rentre dans le canon. À l'époque de l'industrialisation, la table de bouche en bronze fait son apparition et sert essentiellement d'élément décoratif. Elle devient l'image que chaque bateau se doit de posséder. Mais la table de bouche, c'est avant tout un souvenir pour le marin qui a passé plusieurs années à bord d'un bâtiment. Il est donc devenu une tradition de posséder cet objet que l'on peut acquérir dans les services d'approvisionnement ou dans les coopératives. Mais revenons au lieutenant de vaisseau d'Autriche et à sa collection. Cette passion, capitaine, d'où vous vient-elle ? Alors j'ai commencé cette collection de tables de bouche par un pur hasard. C'est monsieur Favier, qui était directeur des relations publiques de la DCN à Paris à l'époque, qui m'en a remis une, qui est celle du Terrible, et qui me l'a donnée en 72 ou 73, je me souviens plus très bien. Enfin, j'ai eu cette table de bouche, j'étais très content, et puis je me suis contenté de celle-là jusqu'à pratiquement 74-75, où le Brestois a désarmé. Et là, la coopérative en avait... Bon, j'en ai acheté une deuxième, alors j'ai mis ces 2 tables de bouche dans mon bureau. Ça m'a plu, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu vide, alors j'en ai racheté d'autres petit à petit, et voilà, c'est parti comme ça. Il y en a 4 ou 5 qui doivent être en matière plastique. Je les garde parce qu'elles ont des beaux dessins, mais toutes les autres, c'est du bronze. Bon, il y en a qui sont vraiment coulées, chez Canis, c'est coulé. D'autres, elles sont soi-disant coulées, mais moi, je pense qu'elles sont plutôt estampées. Et on voit la différence, c'est comme si elles sont frappées.
Pour savoir comment se fabrique une table de bouche, nous avons rencontré les fondeurs réunis à la Trinité près de Nice. C'est une petite entreprise d'une dizaine d'employés qui est spécialisée dans la fonderie et qui travaille essentiellement avec la marine. Pendant que le four atteint une température d'environ 1100 degrés, les ouvriers confectionnent le moule de la table de bouche. Ils utilisent une terre rouge mélangée avec de l'huile qui permet une impression parfaite du moule. Tout ce travail est réalisé dans un châssis en métal. C'est un travail d'une grande minutie qui est nécessité puisque le bronze en fusion devra remplir les moules. Rien donc ne doit être laissé au hasard. Les moules des tables de bouche sont d'abord sculptés en bois avant d'être copiés en aluminium. Cette matière permet à la matrice de ne pas se dégrader car elle sera utilisée à plusieurs reprises encore. Quand le châssis est rempli, l'artisan doit retirer la matrice avec la plus grande précaution. Sinon, tout est à refaire. Il faut également veiller à ce que les tranchées ne soient pas obstruées lorsque le bronze remplira le châssis. Un à un, les châssis préparés sont alignés dans l'atelier en vue de l'étape la plus délicate de cette fabrication, la coulée. Si cette coulée est délicate de par le danger qu'elle représente, c'est un moment critique car là encore, nul n'a droit à l'erreur. Le geste peut paraître simple, mais il n'en est rien. Il faut en effet faire couler le bronze de façon rapide et régulière pour ne pas lui laisser le temps de se refroidir dans le moule, ce qui entraînerait la perte du travail déjà réalisé. Après la coulée, il est bien sûr recommandé de laisser refroidir, mais le plus dur du travail est déjà fait. Reste ensuite la finition de la table de bouche. On découpe le moule, puis c'est le polissage, le ponçage et l'avivage, ce qui permet de lui donner son aspect final. La fixation sur le socle en bois est l'ultime étape avant l'expédition vers les commanditaires. Quant à Jean-Pierre d'Autriche, qui n'est pas loin de prendre sa retraite, que va-t-il faire de sa collection ? Je ne veux pas la dilapider, alors j'ai l'intention peut-être de l'offrir soit au musée de la Marine, soit peut-être à une unité de la Marine plus tard, enfin quelque chose comme ça, mais pour qu'elle reste en l'état. Avant de vous retrouver pour un prochain reportage musical cette fois, un bref détour par l'actualité marine du mois, voici les télégrammes. Près de 2000 élèves de l'agglomération toulonnaise ont pu assister le 2 juin 1994 à la 5e opération Éco-Mer dans la rade de Toulon. La démonstration de lutte anti-pollution et mise en œuvre du plan Polmar, tel était le thème de cette manifestation organisée conjointement par la mairie et la marine. À en croire les enfants, l'exercice le plus impressionnant était l'hélitreuillage, toujours très spectaculaire. L'amiral Langsad, chef d'état-major des armées françaises, et le général Naumann, chef d'état-major des armées allemandes, ont présidé la cérémonie de désactivation de la force navale franco-allemande, temporaire participant à l'exercice Île d'Or 94. À cette occasion, l'amiral Langsad a déclaré que cette opération devrait déboucher à terme sur la future marine européenne. Une cinquantaine de sportifs civils et militaires s'étaient donné rendez-vous dans les gorges de l'Ardèche du 9 au 11 juin pour la 3e édition du Raid Oxygène organisé par le Bureau Sport de la région Méditerranée. Au programme, course à pied, orientation, escalade, canoë, VTT et même natation en piscine naturelle. C'est l'équipe de l'ASPTT Toulon qui l'a finalement emporté au terme de 2 journées et demie d'efforts intensifs. Le 15 juin dernier, le général Morillon, ancien commandant de la Fort Prenu, a rencontré le contre-amiral Lecointre, commandant de la Force d'Action Navale depuis le 1er juin. La marine et la Force d'Action Rapide, dont le général Morillon en est le commandant, opèrent fréquemment sur les mêmes théâtres d'opération et c'est à ce titre que les 2 officiers généraux ont présenté leurs forces d'action respectives en présence de nombreuses personnalités militaires. La nuit du Pompon Rouge a eu lieu le vendredi 10 juin au foyer du marin de Toulon, porte Castigno. Une soirée exceptionnelle avec au programme une revue parisienne, un show exotique avec laser et vidéo sur écran géant. Grâce à une organisation sans faille, la fin de la soirée a vu se dérouler un concours de lambada couronné par l'élection du couple Pompon Rouge. Le 16 juin, le stade Jaurès-Guibory a accueilli la 30e édition du Challenge des 10 et des 17. 29 équipes représentantes des petites et des grandes unités de la région maritime Méditerranée s'étaient donné rendez-vous pour cette fête annuelle du sport et de l'athlétisme. Outre la participation de 3 équipes féminines, il faut noter la brillante prestation de l'équipe du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui domina ces challenges dans de nombreuses disciplines.
Le hasard fait parfois bien les choses. Christophe Blain, étudiant en arts plastiques, est affecté le temps de son service militaire dans la marine sur la frégate Tourville. Sur lui, il a toujours un carnet sur lequel il croque les scènes de la vie quotidienne. Aujourd'hui sort son Carnet d'un matelot, édité chez Albin Michel. Et ils étaient nombreux et ravis le samedi 18 juin, le sénateur-maire François Trucy en tête, à se le faire dédicacer au foyer du Marin. Le chantier du centre de production alimentaire a débuté le 2 juin 1994 dans la zone des services vivres. Utilisant le principe de la liaison froide réfrigérée, ce centre fournira les repas de toutes les unités à terre implantées dans l'arsenal de Toulon et sur la presqu'île de Saint-Mandrier. Sa mise en service est prévue pour la rentrée 1995. Le 22 juin, soirée de clôture de la saison sportive 93-94, au foyer La Naïade, sous la présidence du préfet maritime adjoint, le contre-amiral Méheux, qui remettait récompenses et trophées aux athlètes méritants de toute discipline et aux unités les plus sportives. Large victoire du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui une fois de plus est l'unité la plus récompensée de la région maritime Méditerranée. Le 23 juin, le détachement du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de Port-de-Bouc, s'était mis sur son 31 pour fêter dignement, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires et de la presse, le 20e anniversaire de leur bateau-pompe, le Louis Collet, bâtiment chargé de la sécurité des ports et de la zone de Fos-sur-Mer. Le Louis Collet demeure à ce jour le bateau-pompe le plus puissant d'Europe. Le 17 juin, la flottille 31F de la BAN de Saint-Mandrier fêtait ses 50 000 heures de vol sur l'hélicoptère Lynx WG-13, appareil dont elle est dotée depuis novembre 1979. Ce fut l'occasion pour l'ensemble du personnel de cette flottille de nous faire partager leur savoir-faire dans de nombreuses démonstrations en vol et de clôturer cette fête par un défilé aérien d'une dizaine d'hélicoptères qui fut très apprécié par les spectateurs. Avant la fête du cinéma et la fête nationale du 14 juillet, la fête de la musique est le premier rendez-vous estival qui fait communier un large public dans la joie et l'allégresse. Comme chaque année, le programme était éclectique, classique, jazz, rock, bref, tout était en place pour satisfaire l'ouïe du mélomane. Lieu de tournage Toulon, question, comment fut célébrée la fête de la musique dans le premier port militaire français? Réponse, en images et en musique. La fête de la musique, comme chaque année, les mélomanes, les badauds, les matelots, les mémés, les bébés, les amoureuses endimanchés et tous ceux qui se mettent à chanter, à claquer du pied, à taper dans leurs mains, se sont tous regroupés en ce 21 juin pour faire la fête à la musique. À chaque coin de rue, les ménestrels des tambournernes ont donné l'aubade sur un air de bossa, de mambo cha-cha, de classique ou de rock'n'roll. Certains avaient choisi les planches ou le bitume pour s'exprimer, d'autres auront eu droit au hangar du porte-avions Foch, un endroit inédit pour un moment rare. Je crois honnêtement que c'est la première fois sur un porte-avions qu'on célèbre la fête de la musique, c'est-à-dire qu'on a un concert de musique classique de cette qualité dans le hangar du porte-avions. Et le commandant d'Hérouville, lorsqu'il commandait la foudre à Brest,